Bonjour tout le monde. Donc on se présente d'abord en vrai, puis après on va mettre les slides en plein écran, mais ça permet de montrer notre tronche. Du coup, tu peux y aller, Benji. Alors ça s'en va. Ok. Ok, c'est bon. Donc bonjour tout le monde. On est là pour vous parler aujourd'hui dans ce meet-up d'un produit qu'on a open sourcé, enfin d'une librairie qu'on a open sourcée qui s'appelle Tot. Et du coup, cette librairie, elle se retrouve dans une tradition d'open sourçage de choses qui date de maintenant 2018. Donc, on avait commencé avec les briques Autoroshi Izanami, les cartes, ensuite NIO, un truc de gestion de certificats. Donc ça, c'était plutôt côté dev et produits de développement. Ensuite, il y a l'équipe Plus Data qui a repris un peu le flambeau en open sourçant Mélusine. L'équipe dev, elle a ressorti Daikoku, d'ailleurs, on vous en parlera dans quelques secondes. Puis Chapache, et nous, maintenant, on arrive avec Todd. Donc, on continue dans la lancée, quoi. N'hésitez pas à aller voir sur le GitHub Mail si les différents Ouais, produits c'est vous ça, il y a marqué intéressent. en haut l'URL, la Maïf GitHub.io. Vous pouvez aller voir s'il y a peut-être d'autres trucs qui vous intéressent. Donc au menu ce soir, c'est Tot. Et du coup, tu peux peut-être passer la slide suivante. À la fin, on vous mettra en fait un lien dans la conversation pour potentiellement poser, si ça vous intéresse, des questions à l'oral. Parce que là, du coup, dans cette presse, il n'y a pas trop de feedback en direct, sauf via commentaire, quoi. Mais du coup, on vous glissera le lien, on vous glissera le lien dans les commentaires. Et n'hésitez pas à nous faire des retours même sur cette présentation et tout. Nous, on est très preneurs. On est dans l'amélioration continue, quoi. Voilà, un petit teaser pour la suite. Du coup, donc c'est le 12 mai. Il y aura Mathieu et Quentin qui vous présenteront Autoroshi et Daikoku. Donc du coup, Daikoku, c'est une brique qui est sortie il n'y a pas très longtemps, mais là, ils vont faire une petite présentation de ce que ça fait. Donc en gros, c'est une brique comment on appelle ça? D'API Management. D'API Management, ouais. Donc en gros, ça permet de déclarer ses API, de créer des équipes, de demander des accès à une API, d'exposer de la documentation, etc. Donc ils vous présenteront ça le 12 mai. Ok, donc pour en revenir au sujet du jour, comment va se dérouler la présentation? Donc d'abord, on va parler un peu de nous, parce qu'on est quand même bien égocentrique. Ensuite, on va vous présenter un peu le use case qui sera le fil rouge de cette présentation. Après, on va parler d'event sourcing, regarder ensemble un peu de code et puis voilà, conclure tranquillement avant d'avoir donc un petit temps d'échange, comme vous disait Alex. Donc vas-y Alexandre, je te laisse dire quelques Ouais, mots du sur coup, toi. comme les conférences à distance, on se voit pas, on s'est dit on va se mettre une petite photo de nous pour se présenter un peu plus. Donc moi, Alexandre Delegue, du coup, je fais du Java, du Scala, un peu de JavaScript. Depuis un an, du pain au levain, et puis comme je suis bien branché pain, j'en mets aussi au taekwondo. Voilà. Ça roule. Donc moi je m'appelle Benjamin Casi, donc je suis aussi lead dev à la Maïf. Donc concrètement ça veut dire que je fais un peu de dev et pas mal de réunions. Donc voilà, moi je fais du Java, du JavaScript, j'adore JavaScript. Et je fais aussi du pain, mais moi je suis un peu non violent, donc ça s'arrête là. Ok, bon, il est fini de rigoler, donc on va parler un peu de trucs sérieux. Là, on va parler application bancaire. En fait, il nous fallait un use case pour nous accompagner tout au long de cette présentation. Et on s'est dit que on allait partir sur un truc simple pour éviter la complexité accidentelle qui aurait pu être amenée par un truc un peu compliqué et tout. Donc, on va juste faire une application qui permet de gérer des comptes bancaires. Alors, on s'est fait un petit event storming. Bon, alors normalement, event storming, c'est avec les gens qui maîtrisent bien le domaine, mais bon, Alex et moi, on a tous les deux un compte bancaire. On s'est dit, bon, allez, on connaît un peu, on se lance. Donc, on a identifié, voilà, le process qu'on voulait implémenter. Donc, en fait, pour nous, ce qui est important, c'est de pouvoir ouvrir un compte, déposer de l'argent dessus, retirer de l'argent et fermer le compte. Voilà, simple et basique. Donc, comment est-ce qu'on peut implémenter ça? Alors, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité qu'on va qualifier ici d'un peu traditionnelle, ce serait donc de juste faire un CRUD, donc une application CRUD toute bête, donc avec une base de données sans doute relationnelle, qui du coup va nous permettre de faire toutes ces opérations. Et après, chaque opération va aller persister du coup dans la base de données l'état actuel du système.
Ouais, donc ça marche très bien, hein, il y a pas de souci avec ça. Les seuls petits manques qu'on peut avoir, c'est qu'on n'a pas trop d'historique. C'est-à-dire qu'on persiste l'état actuel du système, mais on persiste pas vraiment l'historique qui nous a fait en arriver là, ce qui peut poser plusieurs problèmes. Tout d'abord parce que selon votre activité, mais du coup si vous êtes dans l'activité bancaire, c'est probablement le cas, on a souvent des contraintes d'audit qui sont imposées et on est capable de quand même, on est obligé pardon d'être quand même capable de restituer un peu ce qui s'est passé. Donc pour ça c'est assez important d'avoir l'historique. Ça peut aussi être important même en tant qu'utilisateur, hein. C'est-à-dire que moi, quand je me connecte sur le site de ma banque, je trouve c'est assez agréable d'avoir l'historique de mes opérations et de comprendre pourquoi je me retrouve à 30 000 € de découvert. Et le dernier truc, c'est qu'en tant que développeur, c'est aussi vachement sympa d'avoir d'avoir un espèce d'historique. Parce que quand le système arrive dans un état où on pensait que c'était pas possible qu'il soit, c'est toujours hyper pratique de pouvoir aller voir ce qui s'est passé exactement pour reproduire et corriger le problème. Donc voilà, si on voulait implémenter ça dans notre système de cron, on aurait besoin de le faire à la main. Encore une fois, ça se fait très bien, il y a pas de problème là-dessus. Mais nous, on va vous présenter donc du coup un pattern alternatif qui va permettre de faire ça, entre autres. Donc, ça s'appelle l'event sourcing. Alors, l'event sourcing, qu'est-ce que c'est? Et ben, du coup, c'est un pattern d'architecture un peu alternative qui consiste à dire que plutôt que de stocker l'état actuel du système, on va stocker tous les événements qui ont fait qu'on en était arrivé là. Donc tout ce qui s'est passé en fait. Plutôt que de se concentrer sur la situation actuelle, on se concentre sur ce qui s'est passé. On pourrait le dire comme ça. Et en fait, à partir de tous ces événements qu'on a stockés, on va être capable de reconstruire l'état. Parce que du coup, si on part d'une situation initiale et qu'on applique les mêmes traitements, bah, on va arriver dans la même situation finale. Donc on est capable de reconstruire l'état de cette manière-là. L'avantage, c'est que tous ces événements, bah, du coup, ça règle complètement nos problèmes d'audit. Parce que bah, du coup, il suffit juste d'aller lire tous ces événements pour comprendre et voir exactement ce qui s'est passé. À partir de ces événements-là, du coup, on peut faire des trucs plus complexes, on peut réémettre des actions derrière qui vont recréer des événements, etc. On y reviendra peut-être par la suite. Alors, un petit problème qu'on peut avoir avec ce genre de système, c'est que les événements, c'est très bien, mais c'est pas toujours très pratique quand on a des use cases assez pointus. Parce que typiquement, moi, par exemple, si j'ouvre un compte dans une banque, donc on peut imaginer que la banque elle va stocker tous les événements qui concernent mon compte. Alexandre ouvre un compte aussi, donc la banque va stocker tous les événements qui concernent son compte, mais il peut y avoir des use cases de lecture qui nécessiteraient de devoir relire tous les événements de tout le monde. Alors je vous donne un exemple. Par exemple, si la banque veut savoir à un moment donné combien est-ce qu'elle a de liquidité disponible sur tous les comptes de tous ses clients, et ben, ce que ça veut dire, c'est qu'elle serait obligée de relire tous les événements de tout le monde pour reconstruire tous les états. Et ben, ça, en termes de performance, ça serait terrible, surtout si elle a beaucoup de clients. Et donc, du coup, ce qu'on va vouloir faire, et on y reviendra tout à l'heure, c'est implémenter ce qu'on appelle des projections, c'est-à-dire des modèles de lecture alternatifs de la donnée. C'est un peu la même approche que le CQRS. Et du coup, pour être sûr que bah, tous nos cas de lecture sont couverts de manière assez simple et performante. Et enfin, donc, dernier truc de l'event sourcing, c'est comme c'est basé sur les événements, ça fonctionne bien avec un autre process qui utilise aussi beaucoup les événements, qui est l'event storming, qui est donc le process de modélisation d'un domaine métier que je vous présentais tout à l'heure. Et donc voilà, si je réaffiche le schéma d'event storming, là on voit que bah, les événements qui vont être enregistrés dans mon journal d'événements d'event sourcing, là c'est tout ce qui est en orange, c'est-à-dire le fait qu'un compte ait été ouvert, le fait que de l'argent ait été mis sur le compte, retiré du compte, le fait que le compte a été fermé. Donc c'est vraiment deux trucs qui marchent très très bien ensemble parce qu'une fois que vous avez fait votre atelier d'event storming, bah, vous avez en fait vos événements métiers. Donc ça c'était pour la partie un peu banque et business. Et si on regarde d'une manière un peu plus théorique la manière dont ça fonctionne l'event sourcing, on a plusieurs donc on a plusieurs terminologies qui existent. Donc la première c'est la commande. Donc la commande c'est vraiment la demande qui va être faite à notre système. Donc par exemple moi en tant qu'utilisateur je vais demander l'ouverture d'un compte. Donc c'est ça, je vais faire une commande d'ouverture de compte. On va avoir une brique ici qui va prendre en charge cette commande, donc qui s'appelle le command handler. Et bah, ce command handler, il va venir nous fournir en sortie un ou plusieurs événements. Et alors, ces événements, ils vont servir à plein de trucs. D'une part, ils vont être stockés dans notre event store, donc en gros dans notre base de données. Et bah, c'est cette base de données-là, avec ce journal d'événements-là, qui devient en fait notre single source of truth, donc notre principale source de vérité. Et donc voilà, c'est là-dessus que va se baser en fait tout le reste. Et après, ces événements-là, ils vont être utilisés pour tout un tas de choses. Ils vont être utilisés du coup pour reconstruire notre état pour la commande suivante.
C'est-à-dire que par exemple, si après avoir ouvert mon compte, je fais une commande de retrait, bah, mon système va quand même venir vérifier que quand j'ai ouvert mon compte, j'ai mis assez d'argent dessus. Et donc du coup, ça c'est mon commandant de l'heure qui va s'occuper de faire tourner cette logique-là en se basant sur l'état actuel de mon compte, ce que moi je demande, etc. Les événements, ils vont aussi être publiés du coup dans un message broker. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça peut servir à construire donc, les vues de lecture alternatives dont je vous parlais tout à l'heure, mais ça peut aussi intéresser, si on est dans une architecture microservice, ça peut aussi intéresser d'autres microservices qui peuvent venir s'abonner à mes événements pour réaliser des actions justement suite à ce qui se passe chez moi. Et donc voilà, en gros, ce qu'on peut faire avec tous ces événements. Je vais du coup laisser Alex vous parler de l'écosystème existant autour de l'event sourcing. Alors du coup, quand on a commencé à faire ça, c'était il y a 2-3 ans maintenant, on avait fait une petite recherche. On était tombé sur ces briques-là qui faisaient déjà de l'event sourcing. Moi, celle que je connaissais le mieux, c'est AK Persistence. On avait vu Eventuate, Axon aussi. Euh, du coup, la plupart du temps, avec une base relationnelle, ça s'appuyait sur JDBC. C'était pas forcément. Enfin, on voulait quelque chose d'un peu plus ouvert, notamment pour avoir géré l'approche non bloquante et ainsi de suite. Côté AK Persistance, c'est un super framework, mais par contre, c'est très orienté gros système distribué, on va dire, avec une histoire de cluster sharding pour répartir le traitement des commandes sur le bon nœud, sur le bon thread et ainsi de suite. Et donc, en fait, toute cette approche distribuée, en fait, elle vient avec un inconvénient assez fort, c'est que les projections sont forcément cohérentes à terme, c'est-à-dire que potentiellement, quand on lit une projection, eh bien, en fait, on est déjà en retard par rapport aux écritures. Et nous, dans notre contexte, du coup à la Maïf, ce dont on a besoin, c'est pas forcément quelque chose orienté système distribué, parce qu'on n'a pas vraiment des gros volumes de données ou des grosses charges très importantes, mais par contre, on a des contraintes où en fait on va être capable de relire nos écritures. Et donc, voilà, on s'est dit, on va peut-être se faire une petite lib à nous, qui fait pas grand-chose, mais qui répond à nos besoins. Et donc voilà, c'est parti. Donc au début, ça s'appelait pas TOT, hein. Ça s'appelait Event Sourcing, je crois, tout simplement. Et donc l'idée, c'était d'avoir une approche très simple. On cible Postgre et Kafka parce que c'est, en gros, Postgre, c'est un peu la base par défaut sur tous les nouveaux besoins, enfin, sur toutes les nouvelles choses qu'on va implémenter chez nous. Et Kafka, c'est un peu le broker de messages d'entreprise. Donc du coup, on cible d'abord ces technos-là. Prévoir le non bloquant Reactive Stream. Donc à l'époque où on a commencé à le faire, il n'y avait encore que JDBC, mais très vite sont arrivés des drivers bases de données relationnelles non bloquants, notamment celui de Vertix, dont on parlera après. Il y a aussi R2DBC maintenant, donc maintenant on peut faire du relationnel non bloquant, c'est possible. Et Reactive Stream, comme c'est l'aspect de base pour des streams asynchrones sur la JVM, et du coup, c'était important d'utiliser ça, quoi. L'approche fonctionnelle, alors ça vient sûrement un peu de moi, c'est que je suis un peu un scalaïste dans l'âme, et du coup, tout le côté annotation en Java, ça a tendance à me faire un peu bizarre. Donc là, on utilise un peu d'autres patterns. Avoir le choix entre la consistance et la cohérence à terme pour les projections. Donc ça, j'en parlais un petit peu avant. De temps en temps, on a envie que nos projections soient matérialisées dans un contexte transactionnel et qu'on puisse relire nos écritures. C'est peut-être pas forcément un besoin qu'on aura pour tous les use cases, mais par contre, on veut avoir le choix. Donc après, ça a des désavantages hein, de calculer et de stocker les projections dans la transaction, mais de temps en temps, on préfère avoir des temps d'écriture un peu plus longs et potentiellement gérer des erreurs un peu cheloues plutôt que de pas les avoir. Et un dernier point, garantir la publication dans Kafka. Donc ça peut paraître un peu logique, mais c'est important. C'est-à-dire que du coup, notre Event Store, c'est notre source de vérité. Par contre, si jamais le Kafka il est down, on veut que tout ce qui a été dans l'Event Store, ça se retrouve dans le Kafka obligatoirement, quitte à ce que ça s'y retrouve deux fois, quoi. Donc c'est les fameux
at least one, at most once, bah, nous, du coup, c'est au moins une fois, voire deux, voire trois, si jamais il y a vraiment des soucis. Mais au moins, ça y sera. Ouais, c'est ça. En fait, on garantit à nos consommateurs qu'ils recevront le message au moins une fois. Après, à eux de rendre leur consommation idempotente si jamais ça leur pose problème de consommer plus d'une fois le même événement, quoi. Tout à fait. Du coup, sous le capot, les technos qu'on utilise, ben, on vous l'a dit juste avant, Postgre et Kafka, c'est vraiment le fond du truc. Ceci dit, on a quand même fait une API qui soit potentiellement avec des extensions, on pourrait créer des implémentations pour d'autres systèmes, mais aujourd'hui, ça n'existe pas encore. Côté ben, vraiment API, on a Vaver et AK. Donc Vaver, on va s'en servir pour ben, utiliser ce qu'on appelle des Iser pour gérer les erreurs fonctionnelles. Pour les futurs, qui, bah, du coup, la future Vaver a une API qui est quand même beaucoup plus utilisable que ce qu'on a dans le JDK de base, c'est-à-dire les complétables futures ou les completion stage. AK, c'est pour l'exposition des données sous forme de stream. Par exemple, si on veut requêter l'intégralité des événements du journal qui se trouve dans notre base de données et qu'on a un journal très très gros, ben là, du coup, ce sera un stream. Parce qu'en fait, on va parcourir, ça va être une approche où en gros, les éléments du journal vont arriver au fur et à mesure dans un stream qu'on va pouvoir consommer. Et ça, on le fait avec AKStream. Et on utilise aussi une librairie qui s'appelle Alpaca Kafka, qui permet de faire des choses avec Kafka dans un contexte de stream. Et enfin, accès à la base de données. Donc, ce n'est pas une obligation. On n'est pas obligé d'utiliser Jook et Vertex. Mais aujourd'hui, toutes les implémentations qu'on a utilisent Jook. C'est-à-dire il y en a une en Jook JDBC et une où en fait c'est une petite lib qu'on a faite pour le besoin, où ça permet d'utiliser Jook comme builder de requêtes SQL et d'exécuter ça via le driver Vertex. Comme ça, on a le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire on a un driver non bloquant super performant qui est la lib Vertex et un builder de query très pratique à utiliser. Donc là, si on répartit un peu les libs dans tous les composants, bah, ce qu'on voit au niveau du command handler, de toute de tout ce qui permet de gérer les commandes, etc., ben, ce qui ressort des API, c'est essentiellement Vaver, parce que du coup, voilà, c'est la partie qui se voit. Et après, bah, dessous, on a du Vertex, du Jook, du AK, du Kafka, et ainsi de suite. Ok, maintenant, on va zoomer sur qu'est-ce que c'est un événement. Donc ça, c'est la description de tout ce qui est stocké dans notre journal d'événements. Parce que du coup, il y a l'événement, on va dire, métier en lui-même. Mais en plus de ça, on a tout un tas de métadonnées qui peuvent être très pratiques pour plein de raisons. Déjà, la première chose, c'est que l'événement, il a un identifiant qui est unique. Bon, ça semble être le truc de base, mais bon, voilà, au moins ça existe. Ensuite, il y a un truc qui s'appelle le séquence num, et c'est une sorte de numéro d'ordre. C'est-à-dire, dans un journal, tous les événements vont avoir un numéro d'ordre qui sera différent et qui va respecter l'ordre d'insertion dans le journal. Donc, ça permet, d'une certaine manière, de classer tous les événements dans l'ordre. Et donc, ça peut être intéressant. Juste petit aparté, nous, on s'en sert aussi. En gros, le dernier numéro de séquence pour une entité métier, il est stocké dans la projection aussi. Et du coup, ça nous permet de gérer de l'optimistic locking, c'est-à-dire s'il y a deux écritures concurrentes qui se font et que chacune arrive avec le même numéro de séquence et que le numéro de séquence il a incrémenté entre-temps, et ben, du coup, ça nous permet de rejeter la commande en disant bah, attention, il y a une écriture concurrente. Donc voilà, c'est un usage peut-être un peu alternatif, mais c'est possible. L'entity ID, bah, du coup, ça c'est l'identifiant de l'entité qui est concernée. Event type et version, et en gros, ça c'est deux attributs qui permettent de dire quel est le type de l'événement, parce que du coup, pour une même entité, il peut y avoir des événements de plusieurs types différents. Et le numéro de version, c'est la version de ce type-là. Et en gros, avec ce couple-là, on doit savoir comment on va sérialiser ou désérialiser un événement. Donc, je m'explique un peu. Comme en fait, les événements qui vont être stockés dans le journal, ils vont y rester pour tout le temps. Potentiellement, dans 10 ans, il faudra toujours savoir relire le premier événement. Mais sauf qu'entre-temps, pour plein de raisons, le format de l'événement, il va peut-être évoluer. Il va changer de schéma, quoi, grosso modo. Et donc, c'est intéressant de pouvoir le versionner.
Et donc, l'event type, ça va être le nom de l'événement, et la version, ça va être la version de son schéma. Et en gros, avec ce couple-là, on doit être capable de savoir lire les événements à n'importe quel moment dans le temps, y compris les vieux. L'attribut event, bah, du coup, c'est vraiment le payload de l'événement lui-même. Et puis après, on a plein d'autres métadonnées. Donc un champ, un attribut metadata et contexte, du coup, ça c'est une zone libre de stockage. Donc en fait, en bas, c'est stocké dans dans Postgre, dans un JSON-B. Transaction ID, total message in transaction et new message in transaction. Ça, c'est par exemple s'il y a plusieurs événements qui sont stockés, enfin qui sont... si une commande implique la génération de plusieurs événements, et bien en fait, tous ces événements, grosso modo, ils vont avoir le même ID de transaction et ils vont être numérotés pour être capable de s'y retrouver. Donc ça peut être pratique s'il y a un consommateur des événements qui veut regrouper les événements par transaction pour en faire quelque chose, bah, du coup, cette information est présente. Et enfin, les deux derniers attributs, c'est User ID, System ID, qui sont plutôt des choses liées à l'audit. Grosso modo, là-dedans, on va mettre l'identifiant de l'utilisateur ou du système qui est à l'origine de cet événement. Comme ça permet potentiellement de raccrocher les wagons plus tard. Donc maintenant, on va faire un petit tour de l'API en elle-même. Donc dans TOT, en gros, l'objet principal, c'est l'event processor. Et donc cet event processor, il faut en créer une instance avec plein d'extensions, un command handler, un event handler, des classes de sérialisation, etc. On va zoomer dessus après. Et une fois qu'on a une instance de cet event processor, on va pouvoir lui faire processer une commande. Et en retour, on va avoir un résultat. Donc là, on voit que sur cet event processor, il y a plein de génériques différents. Ça peut faire un peu peur, mais ça permet aussi de s'appuyer un peu sur le compilateur, parce que sinon on aurait dû caster des trucs à des moments, et en général c'est mal. Donc là, si on fait le tour des génériques, le premier, le string, là, c'est le type de l'erreur. Donc en gros, s'il y a un problème, les erreurs elles seront sous format d'un string. Du coup, c'est paramétrable, on peut choisir la structure qu'on souhaite. D'ailleurs, nous, dans nos applicatifs, on a des structures beaucoup plus complexes que ça. Par exemple, pour empiler toutes les erreurs qui peuvent se produire et avoir un rapport d'erreur beaucoup plus précis, quoi. Ensuite, le deuxième, c'est le type de l'entité. Donc là, dans notre use case, on va manipuler des comptes bancaires. Donc là, le type de l'entité, c'est account. En gros, c'est ça qui est fabriqué à partir de tous les événements. Ensuite, on a le type de la commande. Donc là, ça va être le bank command, un bank command va se décliner en open account et ainsi de suite. Ensuite, le type de l'événement, donc c'est un bank event dans notre cas de figure. Ensuite, le type de la transaction. Donc en gros, pour rendre les choses un peu génériques, suivant ce qu'on va utiliser derrière comme implémentation d'accès à la base de données, on va avoir un type de transaction qui va être différent. Si on est dans un contexte JDBC, ça va être une connexion type connexion SQL, quoi. Si on est dans un contexte Vertex, Juke, on va avoir un objet qui va s'appeler un PG à 5 transactions. Mais voilà, du coup, on a le type de la transaction qui se retrouve dans les génériques de l'API. Et ensuite, on a 3 objets. Donc, quand on met tuple 0, ça veut dire qu'on les ignore, en fait. Donc, le premier, c'est un message. En fait, ça, c'est un effet de bord du genre, si on a traité quand même la commande, ça a bien généré des événements qui sont stockés en base, mais on veut quand même retourner un warning à l'utilisateur suite à l'application des règles métiers. Ben, grosso modo, c'est le message qui est retourné. Et ensuite, metadata et contexte. Ça, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans les événements. Si jamais on veut si jamais on veut en faire quelque chose, eh bien, en fait, on va les typer, on va donner leur type ici. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses. Cet objet-là, ça va être un singleton dans notre application. On va le trimballer un peu partout quand on en aura besoin. Et donc, à la ligne suivante, quand on fait process commande, on va avoir un résultat qui est une future. Ça, c'est pour gérer le côté non bloquant. Alors, si on est dans un système bloquant, ben, on fait process command.get et puis on va avoir directement le résultat en synchrone. Mais si on veut l'avoir en asynchrone, on aura une future qui est une future de Waver. Et ensuite, on voit que vraiment le contenu du résultat, c'est un either qui est soit en erreur, soit en succès. En gros, un either, c'est left or right. Et left, par convention, c'est les erreurs, et right, c'est les succès. Donc ici, notre either, quand il est en erreur, c'est un string. Donc c'est ce qu'on voyait avant, c'est le type de l'erreur.
Donc, encore une fois, ça pourrait être une structure plus complexe. Et quand il est en success, c'est un processing success. Et là, on va aller regarder dans la slide suivante. Voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Donc, le processing success, si on accède à ses attributs, on voit qu'il a un preview state, qui est un option de account, un current state, qui est un option de account, et des events, qui est une liste d'événements. De event envelope. Donc, en gros, event envelope, c'est l'événement avec toutes ces métadonnées. Pourquoi c'est un option de account sur preview state et current state? Preview state, potentiellement, il peut être vide, parce que quand on part de zéro, il n'y a pas encore de compte, donc du coup, on aurait vide. Et current state, il peut aussi être vide, puisque si on supprime le compte, du coup, le current state, ça va devenir non également. Et puis du coup, voilà, la partie erreur, si on accède aux erreurs, on va avoir un message d'erreur. Et là, encore une fois, ça peut être une structure plus complexe. On va faire une petite aparté pattern en Java. Donc on a dit depuis tout à l'heure qu'une commande, c'était soit open account, soit deposit, soit withdraw, soit close account. En fait, ça s'appelle un union type ou un sun type. Ça a plusieurs noms. Et donc, en gros, un sun type, c'est pour dire c'est soit un open account, soit un deposit, soit un withdraw, soit un close account. Et comment on va écrire ça en Java? On va pouvoir faire ça par une interface ou une classe abstraite qui aura autant d'implémentations que de cas possibles. Donc, dans ce cas de figure-là, on voit qu'on a 4 cas possibles. Ici, on a rajouté un mot-clé qui s'appelle sealed. Donc ça, c'est une preview Java 15, Java 16, qui permet de dire que cette interface pourra être implémentée par une liste finie de classes, et en l'occurrence, que celle-ci. Et ça va avoir des propriétés intéressantes qui n'existent pas encore dans le JDK, mais qui arriveront bientôt. C'est que potentiellement, si on fait des if-else ou un switch, on va être obligé le compilateur va valider qu'on a bien testé tous les cas de figure. Donc, en attendant ces fonctionnalités dans le JDK, dans Waver, il y a une émulation un peu de cette chose-là. Et donc, on peut créer des petites méthodes un peu helper là, que vous voyez à l'écran. Et ça va nous servir pour une sorte de switch version Waver. Donc, on va voir ça, comment ça se présente. Donc là, en gros, on a une commande qui est une banque commande. On va utiliser le mot-clé match sur commande. En gros, c'est là-dessus qu'on va vouloir vérifier son type. Et case, ça va être pour gérer tous les cas de figure. Donc là, en gros, ce que ça veut dire, c'est si ma commande, c'est un open account, je vais pouvoir récupérer l'ID de l'open account. Donc là, on ne voit pas le type, mais open account avant la flèche, là, c'est comme si on l'avait casté tout de suite en classe open account. Donc là, on va pouvoir récupérer son identifiant. Si c'est un type deposit, on va pouvoir récupérer son identifiant, et ainsi de suite. Et donc là, comme ça, on a une sorte de switch avec une API qui est un peu plus moche que ce qu'on aura en Java, mais ça permet déjà de pouvoir bosser avec ce genre de pattern. Ok, donc maintenant qu'on a vu comment on allait traiter les commandes, on va regarder ce que c'est vraiment une commande. Une commande, donc le asID, on ne va pas en parler pour le moment, c'est un truc un peu plus interne à l'API, mais voilà. Le entity ID, ça c'est vraiment le truc qui est important dans la commande, c'est l'ID de l'entité qui est concernée. Et potentiellement, quand c'est une nouvelle entité, l'ID n'existe pas encore. Et donc le entity ID, ça retourne un lazy, ça veut dire que grosso modo, on va générer l'identifiant au moment où on en aura besoin. C'est-à-dire qu'en gros, tant qu'on n'a pas appelé lazy.get, il n'y a rien qui est fait. Et une fois que l'identifiant a été généré, il est mémorisé, il est gardé pour la prochaine fois. C'est-à-dire que si on appelle 2 fois get sur lazy, première fois, ça va générer l'ID, deuxième fois, ça va le retourner. Et puis après, derrière, on a contexte, metadata, system ID, user ID. Donc si on valorise, si on override en gros ces méthodes et qu'on retourne quelque chose à la place de none, et du coup, ça, ce sera stocké dans les événements derrière. L'intérêt de mettre l'ID en lazy, du coup, c'est si jamais, par exemple, on le génère à partir de la base de données, d'un numéro de séquence ou que sais-je encore, et en fait, on va attendre d'être vraiment sûr que la commande soit valide avant d'aller faire une requête en base pour cramer un numéro de séquence, parce que déjà, ça nous évite de sauter des numéros, et en plus, ça nous évite de faire des requêtes en base pour des commandes qu'on va finalement rejeter parce qu'elles ne sont pas valides, quoi. Exactement.
Alors, sur l'événement maintenant, donc en gros, là, on a mis l'interface commande, donc ça veut dire que dès que vous allez vouloir déclarer des commandes dans TOT, il faudra implémenter cette interface. Même chose pour les événements, on a une interface event. Donc il y a deux choses en fait à implémenter. Type, qui est le type de l'événement. Donc en gros, c'est un objet qui est un couple type et version en fait. Event type, event version. Et l'ID de l'entité qui est concernée par l'événement. Et ensuite, il y a un objet hash qu'on peut overrider. Et ça, grosso modo, c'est pour dire à Todd comment on va envoyer ça dans Kafka. En fait, ceux qui connaissent Kafka, il y a une notion de hash qui permet de dire comment on répartit les données dans les partitions d'un topic. Et du coup, voilà, si vous ne connaissez pas ça, vous irez regarder dans Kafka, on ne va pas détailler. Ouais, en fait, juste au-delà de la répartition par partition, ça a une grosse influence sur l'ordre de consommation de vos événements, puisque Kafka garantit l'ordre de consommation que sur une partition. Donc si vous avez besoin que vos événements soient consommés dans un ordre particulier, ça vaut le coup de se pencher là-dessus, justement pour s'assurer qu'il n'y ait pas de cas. En l'occurrence, ici, ce que ça veut dire, c'est que les événements d'une même entité seront dans l'ordre. Donc d'un même compte, quoi, typiquement. Ok, donc maintenant on va faire, comment dire, petit morceau par petit morceau. Donc on va commencer par le command handler. Donc le command handler, on l'a vu un petit peu plus tôt, son but c'est de vérifier que la commande elle est valide et de produire un ou plusieurs événements. Donc sur le schéma, il se trouvait ici. Donc voilà, il a une commande en entrée, l'état précédent, il produit des événements. D'un point de vue Java, à quoi ça ressemble un command handler? Eh bien, il faut implémenter l'interface command handler avec tous les génériques qui vont bien. Et overrider une méthode qui s'appelle handleCommand, qui prend la transaction courante. Donc si pour valider la commande, vous avez besoin de faire un accès à la base de données pour X raisons, eh bien, en fait, c'est possible de le faire dans la transaction courante parce qu'elle est passée en paramètre. Ensuite, il y a le compte courant, donc l'état courant. En l'occurrence, ici, c'est un account. Et il y a la commande. Et donc, comme on l'a vu précédemment, on va faire du pattern matching sur la commande. Et on va pouvoir avoir une fonction de décision pour chacun des types de commandes pour savoir si elle est valide et elle va terminer en erreur, ou pour savoir si elle est en succès et du coup, il va y avoir des événements. Donc là, un exemple d'implémentation. Je ne vais pas détailler l'implémentation, on regardera un petit peu plus tard dans la démo tout à l'heure. Mais en fait, ici, ce qui est important de voir, c'est si elle est en erreur, on retourne left avec le string. Donc là, c'est vraiment le cas d'erreur à gauche du heiser. Et si elle est en succès, on retourne une liste d'événements. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une décision qui est prise. C'est si la balance courante elle est positive, et bien en fait, on va avoir 2 événements qui vont être émis, alors que sinon, on n'en aura que 1. Le event handler. Donc lui, son but, c'est à partir d'événements de fabriquer l'état courant. Donc à quoi ça ressemble ce machin-là? Enfin déjà, où est-ce qu'il se trouve? Pardon. Désolé. Où est-ce qu'il se trouve? Il est utilisé à 2 endroits en fait dans le contexte de TOT. Premièrement, pour donner l'état précédent au command handler à partir de ce qu'il y a dans l'event store. Et deuxième cas de figure, c'est quand on veut récupérer un état courant par l'ID de l'entité, et du coup, c'est l'event handler qui va être utilisé pour fabriquer cet état. Donc, à quoi ça ressemble un event handler? Grosso modo, ce que c'est une fonction fold. Et donc, comment ça marche fold? On part d'un état initial. Donc, par exemple, là, l'état initial, il est à droite. Dans un premier temps, il est vide. Et on va regarder l'état initial et on va appliquer un événement dessus. Donc là, l'événement, en l'occurrence, c'est account open. Donc, ça va créer un état qui est un account avec 0 €. On reprend cet état, on s'occupe de l'événement suivant. Du coup, l'événement suivant, c'est déposer de l'argent, donc en l'occurrence 50 €. Donc, appliquer cet événement sur l'état courant, ça revient à avoir un compte maintenant qui a 50 €. Puis on continue, on dépose encore 80 €, donc ça donne un compte à 130 €. Et puis là, on retire de l'argent, 30 €, donc on redescend à un compte à 100 € et ainsi de suite. Donc comme ça, en fait, en prenant les événements dans l'ordre de création, eh bien, on est capable de refabriquer l'état à n'importe quel moment de l'histoire. Donc d'un point de vue Java, il faut implémenter une classe qui s'appelle Event Handler. Et donc cette classe, on override une méthode applyEvent qui prend le preview state, donc un option d'account,
qui est vide au tout début et le apply event va retourner vide si le compte est supprimé, en gros. Donc, un preview state qui est un option de account, l'événement courant, et puis là, du coup, pareil, pattern matching sur l'événement, et puis des fonctions de décision, en gros, qui vont être capables d'appliquer un type d'événement donné à l'état courant. On continue toujours le tour de l'API. Le projection handler, donc lui, son but, c'est de créer des vues alternatives, en gros, à partir des événements. Donc lui, il se retrouve en haut, là. Alors en fait, il y en a un qui est entouré, mais en réalité, entre message broker et eventually consistent projection, il pourrait y en avoir un aussi ici, en fait. Donc il existe deux types de projection handler. Celui qui va calculer des projections dans la transaction courante et celui qui va calculer des projections de manière asynchrone hors de la transaction. Donc celui qui calcule quelque chose dans la transaction, on voit qu'en gros, il doit implémenter une méthode qui s'appelle store projection, qui prend la connexion courante, enfin la transaction courante en l'occurrence, et une liste d'événements. Donc cette liste d'événements, la plupart du temps, il va y avoir qu'un événement, mais si le command handler en a généré 2, il y en aura 2, et s'il en a généré 3, il y en aura 3, et ainsi de suite. Et donc là, l'idée, c'est de prendre ces événements et de les appliquer sur la projection. Donc là, il y a un petit peu de tambouille vaveur pour, grosso modo, conserver que les événements de type money withdrawn. Et ensuite, du coup, on fabrique une query qui va permettre de faire, en gros, un upsert ici en base. Et à la fin, en fait, du coup, à partir de la liste des événements, on a des listes de queries et on va exécuter ça en batch directement dans Postgre. Et là, il reste un deuxième type de projection qui est les projections, on va dire, cohérence à terme. Donc, elles ne sont pas traitées dans la transaction. En fait, l'idée, là, c'est de se brancher sur la file Kafka pour faire des choses en asynchrone. Et donc, ici, il y a une espèce de... une méthode pour créer, en fait, une projection de ce type-là. Donc, elle prend beaucoup plus d'arguments que l'autre parce qu'il faut tous les infos de connexion à Kafka et ainsi de suite, le topic, tout un tas de bazar. Potentiellement, on peut configurer aussi une politique de gestion d'erreurs. Est-ce qu'on fait du retry avec du back-off tous les combien de temps, pendant combien de temps, et ainsi de suite. Et une fois qu'on a configuré ça, grosso modo, on a une fonction à implémenter qui prend un événement en entrée et qui va faire quelque chose. Donc en l'occurrence, là, ça va aller matérialiser une projection aussi dans une table en base de données. Donc, c'est quoi la différence entre ces deux types de projections? Projection in transaction, l'avantage c'est que c'est en temps réel. Potentiellement, une fois que la transaction elle est finie, on peut aller, ce qu'on lit, les projections qui sont accédées, elles sont forcément synchro avec le journal. Un des trucs qui n'est pas cool, c'est que du coup, si lorsqu'on veut stocker la projection, il y a par exemple la base de données lève une exception parce qu'il y a une contrainte d'unicité ou je ne sais quoi qui a été élevée, du coup, ça va rollbacker la transaction, alors potentiellement la commande est valide. Et donc voilà, ça, c'est pas forcément très cool, mais voilà, faut le savoir. Après, c'est une histoire de compromis. Et du coup, évidemment, comme en gros, ça fait un truc de plus à stocker dans la transaction, potentiellement, ça peut dégrader un peu les performances si on a beaucoup de projections à insérer dans la transaction courante. Cohérence à terme, du coup, comme c'est fait en asynchrone, ça ne va pas perturber les performances, donc ça, c'est plutôt cool, c'est hors du chemin critique. Par contre, du coup, la gestion des erreurs, vu que c'est fait dans un truc qui est complètement détaché, potentiellement, elles sont plus compliquées à gérer. Et puis, du coup, on a de la cohérence à terme. Donc ça, il faut être sûr que ça passe d'un point de vue métier. Alors, juste sur la cohérence à terme, dans 99% des cas, en 50 millisecondes, ça va être traité, quoi. Mais s'il y a un problème dans Kafka, s'il y a, je ne sais pas ce qui pourrait arriver. Si votre consommateur a du retard parce qu'il met un peu de temps à mettre à jour sa projection ou des choses comme ça, ça peut prendre plus de temps, quoi. Alors, je sais que nous, côté Maïf, c'est un sujet qui crispe pas mal les gens, le côté projection, cohérence à terme. Donc du coup, on voulait avoir le choix pour être capable de faire les deux. Voilà. Et le dernier truc sur lequel on va zoomer, c'est la partie sérialisation. Donc comment on écrit les événements dans le journal. Et donc là, c'est pareil, il y a un petit truc à implémenter. Et donc en gros, il va falloir dire pour un type d'événement donné, comment on le lit,
Donc, comment on passe d'un JSON à un POJO Java, et inversement, comment on passe d'un POJO Java à une version JSON. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez important. Donc là, c'est une version en mode Jackson de base, c'est-à-dire avec de la réflexion, etc. Mais donc on en parlera à la fin, mais on a une lib aussi qui permet de faire du parsing JSON en version aux petits oignons, quoi. Enfin, je pense que c'est très important de faire très attention à ces aspects-là, parce que comme on doit être capable de relire tous les éléments du journal, y compris ceux qui ont été stockés au tout début, eh bien, la partie sérialisation, désérialisation, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, et donc du coup, il faut faire très attention. Donc, si on assemble tout, eh bien, on a une sorte de builder. Donc, on l'a fait il n'y a pas longtemps parce que c'était assez le bazar. Comme vous avez pu le voir au début, il y a plein de génériques dans tous les sens. Et donc, en fait, avoir un constructeur énorme qui prend tous les composants, où il faut aligner tous les génériques, ça peut être assez prise de tête quand ça ne compile pas à trouver pourquoi ça ne marche pas. Donc, on a fait un step builder. Donc, en gros, à chaque étape, il n'y a qu'une possibilité. Et donc, ça permet de plus facilement arriver à mettre ensemble tous les composants. Donc là, dans cet exemple-là, c'est le step builder du Reactive Postgre Kafka Event Processor. Donc c'est la version, Postgre Reactive plus Kafka. Et donc, on voit qu'il y a des choses pour le pool de connexion à la base, le nom des tables, les classes de sérialisation, les infos de connexion à Kafka, et ainsi de suite. Et donc, à la fin, quand on a passé toutes ces étapes, eh bien, on a un event processor, celui qu'on a vu au tout début, qui permet de processer des commandes et de faire des choses. Ça fait très Spring comme nom, Reactive Postgre Kafka Event Processor. C'est ça. Ouais. Et ça tombe bien, puisque on va passer à la démo qui est en Spring. Ah, cette transition est incroyable. Ouais. J'écoute les podcasts de Clever Cloud pour m'entraîner à faire des bonnes transitions. Laurent, si tu nous écoutes, une dédicace. Donc, alors je vais commencer par là où Alex vient de laisser le sujet. Donc, en gros, on a une API REST qu'on a développée avec Spring pour jouer un peu, quoi, et pour montrer quelques trucs. Et donc, du coup, le premier truc, effectivement, c'est tout ce système de configuration pour mettre en place cette classe dont je ne vais pas redire le nom parce que ça prendrait trop de temps. Donc, qui est notre event processor. Et en fait, cet event processor, ça va être notre principale interface avec Todd, quoi. C'est ça qu'on va venir s'injecter à droite, à gauche. Et le premier use case dont j'ai envie de vous parler, assez logiquement, c'est la création d'un compte. Donc en fait, voilà, j'ai mon petit endpoint qui permet de créer un compte. Et là, donc j'appelle mon event processor et je vais lui demander de processer une commande que je lui crée, donc qui est assez simple, hein. En gros, je lui demande de créer un compte avec un identifiant. Alors là, l'identifiant est choisi par l'appelant, tout simplement parce que c'était plus simple pour préparer mes requêtes Postman en avance. Et je lui fournis aussi un solde initial à mon compte qui peut être présent ou peut ne pas être présent. On verra ces deux cas-là. Donc là, voilà. Là, à partir de là, c'est Todd qui va venir prendre la main, faire sa petite cuisine en interne. Et la prochaine étape qui passe par mon code, ce sera donc le command handler. Donc on a implémenté ici. Et donc le command handler, donc c'est ce que vous disiez, Alex, hein, il fait du pattern matching. Alors là, du coup, pour changer un peu des API Vavre qu'on a vu auparavant, j'utilise le pattern matching avec des if instance of. Alors, je ne sais plus si ça a atterri en Java 15 ou si c'était en preview dans Java 15. C'est en preview dans Java 15 et c'est en plus preview dans Java 16, je crois. Java 16 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et donc, du coup, là, alors, ce qui est très cool avec ça, c'est qu'on peut faire du instance of d'une classe, déclarer un nom pour un attribut, et du coup, cet attribut-là, il va être directement du type de la classe qu'on a pattern matché, donc on n'a pas besoin de faire un gros cast dégueulasse à l'intérieur du if. Donc ça, c'est toujours agréable. Et donc là, comme on est dans le cas d'une ouverture de compte, on va aller regarder un peu ce que ça fait. Donc bon, après, il y a un certain nombre de règles métiers. Alors, encore une fois, on ne bosse pas spécialement dans la banque, hein, mais qui nous semblaient assez évidentes. Donc déjà, s'il y a déjà un compte qui existe avec cet identifiant-là, si le preview state qui nous est envoyé est pas nul, en fait, on va jeter une erreur parce qu'on ne veut pas créer deux comptes avec le même identifiant. Et l'autre truc qu'on vérifie, c'est que le compte qui est ouvert n'est pas tout de suite à découvert non plus, parce que ça serait dommage. Et donc on vient créer un premier événement donc de type account open, et ensuite on regarde si la balance initiale elle est positive, c'est-à-dire si elle n'est pas nulle puisqu'elle ne peut pas être négative. Et si elle est positive, ce qu'on fait, c'est qu'on va générer un deuxième événement. Donc là on va être dans le cas d'une commande qui génère plusieurs événements, et donc on va générer un deuxième événement de dépôt d'argent. Alors pourquoi est-ce qu'on fait comme ça?
En fait, parce qu'on trouve ça plus simple d'avoir plusieurs petits événements atomiques qu'on va composer comme ça en en émettant plusieurs, plutôt que d'avoir autant de gros événements qu'on a de use case, ce qui nous ferait plus de trucs et plus de logique à gérer dans le processing des événements. En gardant les événements petits et en les composant comme ça, ça nous fera tout simplement moins de cas à gérer dans notre event handler qu'on verra tout à l'heure. Et donc ensuite, on retourne nos événements, et à partir de là, c'est Todd qui reprend la main et qui va venir donc les enregistrer en base de données et les publier dans Kafka. Alors, on va faire une petite démo de tout ça. Donc, je vais faire passer une requête de création de compte à mon nom. Bon, comme j'ai le choix du montant, c'est pas tous les jours, du coup, je me mets une petite somme quand même. Petit coquin, va. C'est ça. Donc là, je crée mon compte. Donc, j'ai une réponse 200. Donc, qui me récupère. De quoi? T'avais pas mis 100 000, tu dis que tu as 200, mais... On aurait dû prévoir un bruit pour ce genre de blague. Donc, du coup, voilà. Alors, je vais aller vérifier dans la base que ça a bien fait ce que ça devait quand même, puisque ça serait dommage. Donc là, je fais une consultation donc, dans le tab qui s'appelle banque journal. Donc, on voit qu'il y a bien 2 entrées. Une entrée account open des money deposited, puisque je me suis mis un solde qui était plutôt positif. Donc là, on a le transaction ID. Alors, on voit que c'est le même transaction ID pour mes deux événements, ce qui est logique puisqu'ils ont été générés comme résultat du processing de la même commande. On a notre événement au format JSON, tout un tas de trucs dont on ne se sert pas parce qu'on voulait garder l'exemple un peu simple. Et comme ils ont été faits dans la même transaction, les 2 messages portent l'info qu'en fait, ils étaient 2 et qu'il y en a un, c'est le premier et l'autre, c'est le deuxième. Ça semble assez logique. Et une colonne qui va nous servir un peu pour la suite, c'est que là, il y a le statut de publication dans Kafka. Et là, il nous dit que ça a bien été publié dans Kafka. Et du coup, on va quand même aller vérifier. Donc là, j'utilise un petit outil qui s'appelle KafDrop qui permet d'inspecter le contenu de topic Kafka assez simplement. Et donc, je vais aller voir dans mon topic qui s'appelle banque. Je vais aller regarder les messages qui sont dans ma partition. Et donc là, je vois qu'effectivement, j'ai bien 2 messages qui ont été publiés. Donc avec les infos qui vont bien. Donc maintenant que j'ai écrit, je vais quand même vérifier que la lecture marche bien aussi. Donc là, je vais venir consulter mon compte. Et je vais vous expliquer après comment est-ce que ça fonctionne. Donc là, je récupère bien le compte que je viens d'insérer. Et en fait, la consultation, si on va voir dans le code du contrôleur, on passe encore par l'event, par notre espèce de grosse classe event processor là. Sauf qu'en fait, cette fois-ci, on fait appel à la méthode getAggregate. En fait, ce que ça fait, c'est que ça demande à Tot de relire tous les événements qui correspondent à l'identifiant qu'on lui donne, donc tous les événements qui concernent mon compte, et de reconstruire l'état en fait, à partir de ces événements-là. Et c'est cet état reconstruit qui va m'être envoyé. Mais pour reconstruire l'état, Tot a besoin que vous implémentiez une classe dont parlait Alex tout à l'heure, qui est un event handler. Donc là, c'est à peu près le même principe que tout à l'heure. Juste petit aparté, ça dans les futures versions de Java, en fait le else qui sera une exception, là, il n'y aura plus besoin de le mettre. Si les bank events, ils sont une CIL d'interface, parce que du coup le compilateur va être capable de vérifier que les if-else en gros représentent l'exhaustivité des cas possibles, et en fait en gros il n'y aura plus besoin de mettre ce else, et si on oublie un cas, il y aura un problème de compilation. Donc on attend ça avec impatience. Enfin, en tout cas, ce sera cool, non, carrément. Oui, donc voilà, donc on fait du pattern matching. Donc là, on va aller voir directement les cas qui nous intéressent. Donc, il y a 2 événements qui vont être processés donc, dans l'ordre. Donc, d'abord l'événement d'ouverture de compte, où on voit que en fait, c'est assez simple, hein, on crée juste un compte. Et ensuite, l'événement de dépôt d'argent, où on vient du coup modifier notre compte pour augmenter son solde. Là, on a utilisé Lombok pour générer des builders automatiquement pour rendre nos objets immutables, parce que avec des objets qu'on mute d'une fois sur l'autre, on peut toujours avoir des problèmes si jamais quelqu'un avait gardé la référence de l'objet et tout. Donc là, au moins, on se sécurise par rapport à ces trucs-là. Et puis, une fois que notre compte est fini d'être construit, il va tout simplement être renvoyé par notre endpoint. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà pour tout ce qui est création et lecture, mais on le disait tout à l'heure, des fois il y a des besoins de lecture qui sont un peu plus poussés que ça. Donc c'est ce qu'on appelle des projections. Et donc là, on a codé 2 projections dans cette application. Alors il y en a une première, donc qui est une projection in transaction, où en fait on imagine qu'on a le use case dont je vous parlais tout à l'heure en introduction, qui est de dire, en fait, moi, j'ai besoin de savoir quelle somme d'argent est-ce que j'ai si je rassemble tous les soldes de tous mes comptes. Genre, imaginons que je vais l'investir en bourse ou des choses comme ça. Et donc, du coup,
Ça, c'est assez relou à faire en lisant les événements parce que bah, tout simplement, ça va nécessiter de relire tous les événements de tous mes comptes. Ce qui, si j'ai beaucoup de comptes qui ont eu beaucoup d'opérations, va prendre un peu de temps. Donc voilà, ça peut être intéressant de faire une projection pour ce genre de truc. Et on la met dans la transaction, bah, déjà parce que ça va être assez rapide à mettre à jour à chaque fois. Et ensuite parce qu'on peut imaginer qu'il y a une obligation réglementaire qui nous force à être capable de fournir ce montant de manière exacte à tout instant. Et bah, du coup, c'est aussi ça que permettent les projections dans la transaction. Bon, alors en termes de code, c'est pas très compliqué. On a donc la liste d'événements qui a été émise par chaque commande. Encore un petit coup de pattern matching pour garder que les événements de dépôt et de retrait. Et on vient du coup mettre à jour une table qui a en gros un seul champ global balance dans notre base de données. Et voilà, donc rien de plus sur le code de cette partie-là. Je vais juste vous faire une petite démo. Donc là, si je l'appelle maintenant, donc j'ai bien mes 100 000 que je viens de déposer. Et si je fais par exemple un petit retrait de 1000 euros, hop, et que je rappelle, on voit que sans surprise, du coup, ça s'est bien mis à jour. Le montant total de ma banque a bien diminué là-dessus. Deuxième type de projection possible, c'est des projections du coup cohérentes à terme ou éventuellement consistantes en anglais. Et du coup, là, on va venir utiliser l'helper que présentait Alex tout à l'heure. Donc, en gros, ça prend tout un tas d'infos, dont les infos de connexion à Kafka. Et là, le use case qu'on a choisi d'implémenter, c'est celui qu'on vous montrait dans les slides tout à l'heure aussi. On n'en a pas trop parlé. C'est en fait, on imagine qu'on veut pouvoir calculer le montant moyen des retraits pour un client, pour leur proposer des offres commerciales plus avantageuses sans doute. Et donc, bah, du coup, on a une table dans notre base de données où on a donc l'identifiant du compte, des informations de temporalité pour si jamais on veut faire des stats ou des choses comme ça, le montant du retrait, et comme on veut faire une moyenne, bah, du coup, on garde le compte total pour faire les divisions par la suite. Et du coup, on va venir insérer dans notre base de données, comme ça. Et bah là, comme c'est plus pour faire des statistiques ou faire des propositions commerciales ou des trucs où il y a moins de besoin d'instantané, du coup, on a implémenté ça sous forme de projection cohérente à terme parce qu'on considère que c'est pas grave si jamais si on relit juste après avoir écrit, on n'a pas la bonne donnée, ce sera pas la fin du monde non plus. Et donc, si je vais voir, tac. Donc là, j'ai fait qu'un seul retrait qui devait être à peu près de 1000 euros. Donc, si j'appelle mon endpoint du coup qui me récupère les données de cette projection, assez logiquement, j'ai 1000 euros. Jusqu'ici, tout va bien. Donc là, comme je viens de le dire, du coup, c'est des cas où tout se passe plutôt bien. Et on vous a parlé du coup des garanties qu'apportait TOT. Et il y a une de ces garanties qui est de dire que même si ça se passe pas bien dans Kafka, même si Kafka est down, bah, en fait, les événements vont quand même finir par être publiés. Donc là, c'est ce que je vais vous montrer. Donc là, je kill mon Docker Compose où il y avait tout ce qui était relatif à Kafka qui tournait, c'est-à-dire le Kafdrop, Zookeeper, etc. Bon là, je pense que mon appli doit commencer à me gueuler un peu dessus. Voilà, il me dit qu'il n'arrive plus à se connecter à Kafka, et il a bien raison. Je vais faire un autre retrait. Je vais faire par exemple un petit retrait de 500 euros. Hop. Donc là, on voit que mon API répond bien parce qu'en fait, elle a bien réussi à mettre à écrire l'événement en base de données, etc. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. En revanche, si on va voir, si je réexécute ma requête de tout à l'heure et qu'on va voir dans le manque journal, donc j'ai deux événements qui sont rajoutés, le premier retrait qui s'est bien passé et le deuxième, on voit que le flag published qui indique si l'événement a bien été publié dans Kafka ou pas, il est à false parce que bah, effectivement, comme le Kafka est down, assez logiquement, on n'a pas réussi à aller publier l'événement dedans. Et donc bah, ça, ce que ça veut dire, c'est que ma projection qui était une transaction, elle a bien été mise à jour. On voit qu'on a perdu 500 euros. Par contre, si on va voir ma projection qui est cohérente à terme, elle dit toujours que mon retrait moyen c'est 1000, alors que ça devrait être un truc genre 750, puisque j'ai fait un retrait de 1000 et un retrait de 500. Et bah ça c'est assez logique parce qu'en fait cette projection-là, elle est construite en s'abonnant aux événements de Kafka, et comme les événements sont jamais arrivés dans Kafka, bah, finalement elle n'a pas pu se mettre à jour. Donc on va tout relancer. Et on va voir que du coup, quand ça aura fini de se lancer, bah, Todd va reprendre la publication des événements. En Donc, en attendant que fait, ça redémarre, je vais juste ouais, vas-y. expliquer comment ça fonctionne. En gros, ce qui se passe, c'est quand on n'arrive pas à publier dans Kafka, ça va repartir, enfin ça va faire du retry avec du exponential backoff, ça va repartir de la base et ça va stacker en mémoire, en gros conserver en mémoire les événements courants pour essayer de conserver un maximum l'ordre de publication. C'est-à-dire d'abord ça va essayer de rejouer ce qu'il y a dans la base, puis ensuite ça va s'occuper des messages qui auraient été mis de côté en mémoire pour pouvoir les republier. Donc voilà.
Donc là, on voit du coup que c'est reparti. Ouais. Ouais, donc là, la publication, c'est bien faite. Et donc, normalement, ma projection cohérente à terme, voilà, elle s'est bien mise à jour. Donc maintenant, elle indique bien que mon retrait moyen, c'est 750. Donc là, on voit que la première fois, c'était pratiquement instantané, hein, parce que j'avais appelé ma projection juste après avoir inséré mon truc. Et que Kafka, ça va quand même plutôt vite. Enfin, plus vite que moi, en tout cas. Et bah là, dans le cas où on a un souci au niveau de la publication ou de la consommation Kafka, bah, on voit que c'est un peu le défaut des projections cohérentes à terme, c'est que il se peut qu'elles ne se mettent pas à jour tout de suite, quoi. Je crois que c'était tout ce qu'on voulait montrer pour la démo. Ouais, ça. Donc on va passer à la suite et parler un peu des limites donc de l'event sourcing et de TOT en particulier. Ouais. Donc du coup, limite de l'event sourcing, une des problématiques, c'est d'intégrer ces patterns-là dans son équipe, parce que c'est pas forcément des choses qui sont avec lesquelles les développeurs ont l'habitude de travailler. Donc potentiellement, il faut arriver à monter en compétence les gens, à les faire adhérer à tout ça pour qu'ils puissent du coup travailler avec ça. C'est pas si simple que ça. D'un point de vue vraiment purement exploitabilité, etc., gestion des données, une des problématiques, c'est la partie, les problématiques de traitement de masse. Dans une application CRUD classique, si on veut modifier une colonne pour toutes les données qui sont dans une table, si on veut modifier la valeur d'une colonne, on va faire un update, on va faire un set, et puis du coup, ça va s'appliquer sur tout, et en très peu de temps, finalement, on va réussir à faire cet update. Ici, on ne peut pas se permettre de faire ça. Si on veut mettre à jour toutes les données, il faut forcément passer par le journal, les projections, tout ça. Et du coup, potentiellement, ça peut avoir un coût. Donc, il faut quand même se poser ce genre de questions. Si il y a des choses comme ça, des modifs de masse qui sont faites très très régulièrement, c'est peut-être pas la bonne solution non plus. Voilà. Un petit point d'attention, il faut savoir relire toujours les vieux événements. On en a déjà parlé plusieurs fois, mais c'est vrai que du coup, comme c'est des événements immutables, du coup, ceux qui ont été créés, le premier événement qui a été créé peut-être il y a 10 ans, il faudra toujours être capable de le relire. Ensuite, l'event sourcing, c'est pas la même chose que la publication d'événements. Si on a besoin de publier des événements dans Kafka, on peut le faire avec d'autres techniques. On n'est pas obligé de faire d'event sourcing pour ça. Et attention à ne pas faire du command sourcing. Donc le command sourcing, ce serait le fait de stocker des commandes et de vouloir, grosso modo, les réappliquer dans le temps. Et potentiellement, les règles de gestion ont changé, potentiellement, la commande, elle n'a plus de sens. Et en fait, du coup, il vaut mieux stocker des faits, c'est-à-dire des événements, des choses qui sont passées, plutôt que de stocker des choses qu'on veut faire, parce que ce qu'on veut faire dans le futur, ça aura peut-être plus de sens. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que la consommation d'une commande aujourd'hui et dans 10 ans, ça donnera sans doute un événement qui sera différent. Et du coup, vous ne reconstruirez pas le même état, quoi. Et ça serait ballot. Exactement. Du coup, dans TOT, on ne peut pas traiter plusieurs entités suite à une seule commande. Effectivement. Du coup, je ne suis pas sûr que ce soit une limite que de TOT. Je pense que dans les autres frameworks d'event sourcing, on a ça aussi. C'est un use case qui, des fois, peut être intéressant, voire pas, je ne sais pas. Enfin, on se pose la question. Côté on hésite un peu à l'implémenter en ce moment. Je pense qu'on va attendre de rencontrer des use cases de notre côté, mais en fait, c'est quand même possible aujourd'hui d'impacter plusieurs entités dans une même transaction, mais ça veut dire qu'il faut se débrouiller pour émettre 2 commandes dans la même transaction. Donc c'est possible avec TOT, mais c'est un peu plus de boilerplate que si on avait cette capacité-là. Exactement. Transactionnalité, du coup, forcément, si on veut profiter du côté transactionnel, il faut que les événements et les projections soient stockés dans la même base de données. Ça paraît logique, mais n'empêche que voilà, il faut le prendre en compte. On force l'utilisation de Kafka, alors oui et non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'accès au message broker, il est abstrait par une interface, hein, mais pour le moment, il n'y a qu'une seule implémentation, c'est celle de Kafka. Donc, il y a possibilité de faire mieux, mais en tout cas, pour le moment, en l'état, il faudra utiliser Kafka. Pareil, au niveau des implémentations base de données, on a fait des implémentations très orientées Postgre et Jouk aujourd'hui. Donc, il y en a une en JDBC, une en réactif. Voilà, du coup, en l'état, si vous faites du Oracle, il faudra payer la licence à Jouk, ce qui est une bonne chose, hein. Le modèle de licensing de Jouk est bien fait. Si on paye pour Oracle, pourquoi pas pour Jouk? Mais n'empêche qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Et du coup, comme on utilise Vaveur et une approche un peu fonctionnelle, ça se voit dans les API. Donc, du coup, il faut adhérer à cette approche-là.
les possibilités, du coup, on voudrait implémenter un TCK. Donc, on a commencé à faire ça un peu sur la partie accès aux bases de données, enfin, la petite surcouche par-dessus Juke et Vertix. Donc, un TCK, c'est un Test Compliant Kit. Grosso modo, c'est une batterie de test qui permet de valider qu'une implémentation est valide. Donc, si quelqu'un veut faire une implémentation pour Juke en MongoDB, eh ben, grosso modo, en passant le TCK, il pourra vérifier que ce qu'il a fait, c'est correct. Donc ça, on ne l'a pas encore fait, mais on aimerait bien arriver à faire un truc comme ça, ne serait-ce que pour nous implémenter d'autres versions. Du coup, dans les trucs, la liste de to-do qu'on s'est donné à faire, faire une implémentation pure JDBC sans Juke, notamment pour les gens qui feraient du Oracle. C'est pas comme si on faisait du Oracle à la Maïf, par exemple. Ensuite, Projection Handler Kafka, on vous a montré un peu ce qu'on a fait. Pour le moment, on va dire, c'est juste une preview, enfin, c'est pas encore très sec. Donc voilà, peut-être que l'API va encore changer, il faut mettre un petit coup de polish là, sur l'API. Et puis, pourquoi pas faire une implémentation R2DBC Spring, parce que c'est vrai que du coup, dans Spring, et notamment Spring Reactor, la partie accès aux bases de données, c'est R2DBC qui est aussi un driver réactif. Donc du coup, ça pourrait être sympa d'avoir une implémentation pour cette librairie-là. Ouais, et après, si vous êtes intéressé pour contribuer à une implémentation ou quoi, n'hésitez pas à nous contacter ou voir des issues, c'est complètement possible. Du coup, les autres libs, en gros, on a aussi open sourcé d'autres libs qui sont un peu complémentaires à TOT. Une lib qui permet de faire de la validation. Donc, alors par exemple, dans un contexte Spring, souvent quand on fait de la validation, on met des annotations sur notre contrôleur et puis on laisse Spring faire le boulot. Mon Dieu, quelle horreur! Mais quand on veut aller un peu plus loin que ça, en fait, des fois, c'est bien de se dire, je vais faire une première validation des contrôles de surface, puis après, je vais faire d'autres contrôles qui sont un peu plus métiers, etc. Et ce qu'on a envie de faire, c'est de pouvoir faire un contrôle, puis un autre, voire des contrôles en parallèle, stacker les erreurs pour avoir vraiment, quand on retourne une 400 au client, qui sache exactement ce qui s'est mal passé, quoi. Et du coup, là, cette lib-là permet de faire ça, c'est-à-dire il y a une partie qui permet de faire des bin validations, du coup, vraiment de valider un POJO via les annotations, et puis à partir de cette validation-là, de compléter par des validations plus métiers et ainsi de suite. Une autre lib qui s'appelle Functional JSON. Donc là, c'est une petite surcouche par-dessus Jackson qui permet de lire du JSON en mode un peu artisanal, on va dire. On va lire champ par champ en disant pour chaque attribut quel type c'est, de récupérer tous les attributs, de les mettre dans un builder pour constituer un POJO complet à la fin et vraiment d'avoir la main sur la façon dont on va lire et écrire des JSON. Donc du coup, nous, on utilise, en tout cas, moi, j'utilise ça sur mon projet pour la partie, justement, lecture-écriture des événements et vraiment faire ça aux petits oignons. Et Juke A5, on en a parlé aussi parce que du coup, c'est la brique qui permet de faire la glue entre Juke en tant que builder de query et le driver réactif Vertix. Voilà, voilà. Je pense qu'on arrive à la fin. Il semblerait, oui. Ouais. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous répondre, on va répondre aux questions si vous en avez dans le fil de discussion ou dans le lien par vidéo. Voilà, voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup et puis à tout de suite du coup.